Je vais peut-être juste, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, je vous avais dit, une partie de la toxicité, on pense, ou une bonne partie de la toxicité est due au fait que la protéine porteuse de l'expansion, ou un fragment de la protéine, va rentrer dans le noyau et créer des dysfonctions dans le noyau. Et là où on avait des bonnes idées de ça, une bonne démonstration, c'était justement cette expansion à polyglutamine qui est présente sur le récepteur des androgènes. Parce que le récepteur des androgènes, c'est une protéine nucléaire, okay, mais qui a besoin de testostérone pour entrer dans le noyau. Ce n'est que quand le récepteur aux androgènes lie la testostérone qu'il peut rentrer dans le noyau et faire son job de facteur de transcription. Et c'est probablement ce qui explique que les femmes qui ont la mutation dans le récepteur des androgènes n'ont pas d'expression clinique. Alors, on pourrait se dire que c'est parce qu'elles ont aussi une copie, les femmes ont 2 chromosomes X, il y en a un qui porte la mutation, l'autre qui ne porte pas la mutation, donc on pourrait dire c'est ça, mais une des explications, c'était surtout quand même que, comme elles n'ont pas de testostérone, ou quasiment pas de testostérone, le récepteur des androgènes porteur de la mutation ne peut pas rentrer dans le noyau, ce n'est pas sa fonction, chez la femme, il n'est pas censé le faire, et donc il n'est pas toxique. Et ça avait suggéré, et il y avait eu sur des modèles souris, des modèles cellulaires, de montrer qu'effectivement, s'il n'y avait pas d'androgène, par exemple dans la culture de cellules, le récepteur avec les polyglutamines n'entrait pas dans le noyau et apparaissait pas toxique ou beaucoup moins toxique. Et ça a suggéré, notamment à la fois au Japon mais aussi aux États-Unis, de faire des essais cliniques avec des anti-androgènes. Alors, les anti-androgènes, c'est quand même pas n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la castration chimique. Hein. Donc, voilà, mais enfin bon, Et le résultat quand même des courses qui a été publié en 2010 et 2011, c'est qu'apparemment, il n'y a pas d'effet de la thérapeutique anti-androgène, d'effet clinique vraiment évident. Alors, après, on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est parce qu'on a commencé trop tard dans le développement de la maladie, quand la neurodégénérescence avait déjà commencé, mais comme vous ne voulez pas castrer des hommes jeunes qui vont encore tout à fait bien, etc. Donc ça vous montre tout le problème d'ailleurs des tests, mais c'était simplement, je trouvais un exemple intéressant. Alors, donc en 2004, un premier papier qui est, j'ai regardé, c'est un des papiers les plus cités dans la littérature sur les polyglutamines, un papier de David Rubinstein en Angleterre, qui montre qu'il y a des anomalies liées à l'autophagie, donc à ce processus d'autophagie dans des modèles cellulaires d'abord, et puis aussi dans la drosophile ou la souris, modèle de... Et alors, au début, ce qu'il avait trouvé, c'est qu'une protéine très importante qu'on appelle TOR, Target of Rapamycin, qui est impliquée à la fois dans le cancer, dans l'immunité, dans la régulation de la synthèse protéique, c'est une espèce de molécule clé. TOR, Target of Rapamycin, d'ailleurs pour la petite histoire, je vais me raconter toujours des petites histoires. Pourquoi ça s'appelle rapamycine? C'est un antibiotique qui a été utilisé comme un immunodépresseur au départ dans les greffes. Et le nom de rapamycine... Et donc, il était très actif, donc on s'est demandé, il est actif pourquoi, qu'est-ce qu'il lie, et on a trouvé qu'il liait une protéine qu'on a appelée TOR pour Target of Rapamycin. Et alors ce qui est marrant, c'est que pourquoi ça s'appelle rapamycine? Parce que Rapa Nui, c'est l'île de Pâques,
et qu'en fait, la bactérie ou le champignon, je ne sais plus, qui produit la rapamycine, a été isolé par des gens qui grattaient la terre à l'île de Pâques, et donc ça s'est appelé la rapamycine. Ça, c'est la petite chose. Mais donc, ce que trouve Rubinstein d'abord, c'est que mTOR, donc, qui est quelque chose qui régule ces processus, entre autres ces processus d'autophagie, il le trouve dans des modèles cellulaires ou dans des modèles transgéniques ou même chez des patients, inclus dans ces inclusions nucléaires où il y a les protéines polyglutaminées, mais où, je vous ai dit, il y a aussi des tas d'autres choses. Et il le trouve non seulement dans Huntington, mais dans d'autres maladies à polyglutamine, telles que DRPLA, SCA7, SCA3, etc. À chaque fois, il trouve là où il y a des inclusions dans les neurones, il trouve aussi l'immunoréactivité pour mTOR. Et alors, il se demande, est-ce qu'il y a des anomalies de l'autophagie? Et en fait, ce qu'il dit, c'est que le fait qu'il y ait moins de mTOR actif parce qu'il est séquestré entraîne une induction de l'autophagie, et que finalement, cette induction de l'autophagie, c'est très bien, parce que si on met si on ajoute dans des inhibiteurs de mTOR, on va améliorer le phénotype de mort cellulaire et on va diminuer l'accumulation de Huntington muté. Et au contraire, si on a des inhibiteurs de l'autophagie, on a un phénotype plus sévère. Et justement, cette rapamycine protège donc contre la neurodégénération dans un modèle drosophile de la maladie de Huntington. Donc, lui, ce qu'il dit, que finalement, l'autophagie, c'est quelque chose qui peut permettre de se débarrasser peut-être des Huntington mutés toxiques, et donc, si on peut l'induire, l'augmenter, c'est une bonne chose. Alors, il y a beaucoup de travaux qui se passent là-dessus. Donc, l'autophagie serait un moyen d'essayer de se débarrasser de ces oligomères potentiellement toxiques, de ces inclusions. Et un papier récent que j'ai trouvé dans une revue Nature Science, une revue prestigieuse, dit qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a plus d'autophagie dans les cellules, mais en fait, finalement, plus de vacuoles d'autophagie, mais qu'en fait, elles sont inefficaces et que donc cette inefficacité de l'autophagie dans Huntington pourrait être là aussi un mécanisme impliqué dans la pathologie, et d'autant plus que peut-être la Huntington elle-même aurait un rôle spécifique dans les mécanismes d'autophagie. Donc, si vous voulez, ça va toujours dans le même sens que l'autophagie, c'est une cible intéressante peut-être pour permettre à la cellule de se débarrasser de la toxicité des protéines mutées, mais qu'effectivement, d'après leurs travaux, ces mécanismes d'autophagie, justement, ne sont pas aussi fonctionnels qu'on pourrait le penser. Voilà. Et bien entendu, il y a des recherches de petites molécules qui pourraient réguler l'autophagie et pourraient avoir un intérêt pour la thérapeutique de la maladie de Huntington. Mais, je vous ai dit aussi, il y a des dysrégulations transcriptionnelles. Dysrégulation transcriptionnelle, ça suggère tout de suite qu'il y a peut-être des anomalies de la régulation épigénétique de l'expression de gènes. Et évidemment, ça suggère tout de suite que peut-être il y a des effets qui passent par ces modifications épigénétiques. Et on retrouve donc le labo de Joe Gosselfeld,
qui, de nouveau, sur des modèles cellulaires, mais également des modèles de souris Huntington, donc qui expriment une protéine portant une longue polyglutamine, il dit que des inhibiteurs de HDAC, donc on retrouve certains inhibiteurs, c'est, je ne crois pas les mêmes que pour Friedreich, ont des effets non seulement sur les cellules, mais dans des modèles souris de maladie de Huntington, et certains de ces modèles ont un phénotype neurologique très sévère. Et il dit qu'il y a un phénotype amélioré du point de vue des performances motrices. C'est des souris qui perdent du poids. Donc dans cette R6-2, elle perd beaucoup de poids. Et avec une diminution de l'atrophie cérébrale et de l'atrophie striatale. Donc voilà ce qui dit de nouveau, des inhibiteurs d'HDAC peuvent avoir un intérêt dans Huntington et de nouveau provide a novel set of potential biomarkers for clinical assessment et de molécules. Donc voilà, ça nous fait encore des molécules possibles et vous avez des biotech, des petites compagnies pharmaceutiques, ici Repligen, qui sont effectivement en train de travailler d'ailleurs avec Gottesfeld sur des molécules qui pourraient être utilisées à la fois pour Friedreich et pour la maladie de Huntington. Donc ce thème, disons, de épigénétique. Et puis je vous avais dit la nicotinamide, là, cet inhibiteur des sirtuines et cette vitamine, en fait. Donc Festenstein se propose, là où commence à développer en essai clinique pour la maladie de Friedreich. Eh bien là, vous avez un papier de 2010 ou 2011, je crois, 2011, où il montre que la nicotinamide, dans un modèle souris de maladie de Huntington, a des effets, de nouveau, sur le déficit moteur, testé dans plusieurs types de modèles expérimentaux. Mais par contre, là, c'est pas comme l'HDAC, l'inhibiteur HDAC de Gottesfeld, n'empêchait pas la perte de poids terminale chez ces souris. Mais enfin, comme la nicotinamide, comme dit, c'est quelque chose de très bien toléré et probablement de pas trop cher, etc., voilà de nouveau une autre possibilité. Donc ça, c'est, si vous voulez, le modèle d'étude. On sait qu'il y a de la mutation. On essaye de construire des modèles cellulaires, des modèles de drosophiles, des modèles de souris qui portent la mutation, ou en tout cas, par exemple, dans le cas des polyglutamines, qui vont exprimer des protéines avec polyglutamine. Ça va entraîner des effets toxiques et on utilise ça pour analyser quels sont les mécanismes physiopathologiques. Avec quand même un problème, mais c'est un problème qui est insoluble, si vous voulez. La maladie de Huntington, ça met 40 ans à se développer. Donc, un modèle de la maladie de Huntington qui fait exactement ce qui se passe chez l'homme, c'est déjà pas possible de faire dans des organismes qui n'ont qu'une durée de vie bien inférieure. Et deux, même si vous arriviez à faire ça dans un organisme long-lived, vous n'aurez pas d'étudiants ou de postdocs ou de chercheurs qui ont envie de faire des manips qui vont durer 20 ou 30 ans. Donc, vous êtes obligé d'accélérer les choses. Accélérer les choses, ça veut dire, par exemple, Huntington, l'expansion, c'est 40 à 50 polyglutamines. Quand vous mettez chez la souris, dans le jeune Huntington complet, 150 polyglutamines, vous observez, quand la souris devient vieille, des phénotypes relativement peu sévères.
Mais vous observez quelque chose. Mais il faut que la souris ait 1 an et demi, ce qui est déjà pas facile. Et vous avez mis quelque chose qui est beaucoup plus long que ce qui est chez les patients. Alors, vous avez un autre, comme je vous avais dit, en fait, ce qu'on pense que ce qui est vraiment toxique, c'est quand cette huntingtin est découpée et qu'il y a des fragments qui sont produits et que ces fragments rentrent dans le noyau et sont plus toxiques. Donc, on a fait des souris transgéniques qui expriment effectivement un fragment avec des très longues huntingtin. Et alors, celles-là, elles sont très malades dans 10 semaines, 15 semaines, etc. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne voyez peut-être pas tous les mécanismes. Vous avez stimulé certains mécanismes pathologiques. Est-ce que c'est ceux qui sont les plus importants chez l'homme ou pas? Vous ne savez rien. Et ce qui fait d'ailleurs que, d'abord, il y a beaucoup de souris qui apparemment ont été améliorées par des traitements pharmacologiques. Et à chaque fois qu'on a essayé de passer à l'homme, ça n'a pas été magnifique. Mais peut-être parce que justement, en essayant de créer ces modèles souris analysables, c'est-à-dire dans le temps expérimental d'un étudiant ou d'un postdoc, vous avez forcé dans une direction ou une autre, vous avez favorisé l'un ou l'autre mécanisme pathologique, et c'est peut-être un mécanisme pathologique qui joue un rôle, mais il n'est peut-être pas le seul, il y en a peut-être d'autres, c'est peut-être pas le plus important chez l'homme. Donc ça, c'est juste, je dirais, les limites de l'approche expérimentale, ce qui veut dire d'ailleurs qu'en général, ce qui vaut mieux, c'est d'avoir déjà plusieurs modèles. Si vous dites que je retrouve la même chose sur plusieurs modèles qui ne sont pas tout à fait les mêmes, vous êtes mieux. Mais ça, c'est pour la physiopathologie. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est un gain de fonction, un gain de propriété toxique, et ça parce qu'il y a une protéine anormale qui est produite. Et donc, quel que soit le mécanisme physiopathologique par lequel cette protéine anormale entraîne la neurodégénérescence, si vous pouviez ne pas exprimer la protéine pathologique, vous auriez quelque chose qui devrait marcher. Donc, alors, une protéine, ça s'exprime parce qu'il y a un ARN messager qui est produit et ensuite qui est traduit en protéine. Donc, si vous inhibiez l'expression de la protéine mutée, ça serait bien. Sauf qu'il y a un autre problème. On sait que la huntingtin, par exemple, est absolument nécessaire à la vie, puisque une souris qui n'a pas de huntingtin ne dépasse pas le stade gastrulation. Okay ? Donc, on a besoin de la huntingtin. Par contre, ce qu'on sait sur 1 ou 2 cas, c'est extrêmement rare, c'est qu'on a une demi-dose de huntingtin. Il y a eu 1 ou 2 cas de personnes qui avaient une translocation qui... on est normal. On a besoin de huntingtin, mais 50%, c'est suffisant, on n'a pas besoin de 100%. Donc on pourrait se dire, si on arrivait à inhiber l'expression, et notamment sélectivement l'expression de la protéine mutée, ça pourrait être intéressant parce qu'on aurait encore puisque c'est une maladie dominante, donc il y a un gène non muté, un gène muté. Donc si on est sélectif, le gène non muté continue à s'exprimer, produit la huntingtin normale, c'est bien, c'est celle dont on a besoin. Et puis le gène muté en produit pas ou beaucoup moins, et ça serait intéressant. Et donc, depuis une dizaine d'années, les gens ont commencé à voir de ce qu'on appelle les oligonucléotides antisens, avec 2 problèmes. C'est un problème de comment être sélectif. Alors, un nucléotide antisens, c'est si vous voulez, l'ARN messager donc correspond à un des brins de l'ADN. Et l'antisens, ça sera un petit bout d'ARN qui est complémentaire de l'ARN messager. Et selon la manière dont il est placé, il peut inhiber, par exemple, l'épissage, ou il peut inhiber la maturation de l'ARN messager et diminuer la quantité d'ARN messager. Il restait à savoir comment est-ce qu'on pouvait être sélectif, et on avait trouvé qu'il y avait des variations dans le gène de la huntingtin
qui éventuellement, chez certains patients, auraient pu être utilisés pour faire des antisens sélectifs juste de l'allèle muté qui ne touche pas l'autre allèle. Tout ça n'était pas très efficace. Et on s'est aperçu que finalement, même du point de vue antisens, ceux qui marchaient le mieux, c'était les antisens qui étaient anti-répétition CAG. Parce que finalement, l'allèle muté diffère de l'allèle normale par cette longue répétition de CAG. Si vous avez un antisens anti-CAG, donc le complémentaire du CAG, donc en fait ça va être CUG, il va se lier plus au CAG que au non. Le problème, c'est qu'il y a d'autre part plein d'autres protéines qui ont des CAG dans leur ARN messager, qui sont des protéines importantes. Donc la question, c'est est-ce que si vous avez un anti-CAG, vous n'allez pas aussi avoir des effets sur d'autres protéines, d'autres facteurs de transcription, par exemple. Donc ça, c'était un problème. Mais en plus, ces oligonucléotides antisens n'avaient pas l'air, dans les modèles cellulaires ou les modèles de souris, n'avaient pas l'air d'être très actifs. Et donc, dans ce papier très récent publié dans Cell, donc une revue très prestigieuse, en août 2012, donc vous voyez, c'est très récent, ils se sont dit il y a un mécanisme qui permet d'éteindre l'expression d'une protéine, mais au niveau de la traduction, et qui est basé sur les RNA qu'on appelle siRNA, ou qui utilise un système qui est celui qui est utilisé par la cellule, par les micro-RNA. Et donc ça, c'est tout un système enzymatique complexe qui fait intervenir notamment une protéine qui s'appelle AGO. Et quand vous avez ce type de siRNA, ils peuvent inhiber l'expression d'un gène, soit en faisant détruire l'ARN messager, ça c'est si il y a une complémentarité parfaite, et si la complémentarité est imparfaite entre le siRNA et le gène cible, ça va bloquer la traduction. Et donc ces gens-là se sont décidés, on va essayer de développer des siRNA simples brins, parce qu'en général on utilise des doubles brins, donc des simples brins, qui, en essayant de les modifier chimiquement pour qu'ils soient stables, donc il y a tout un travail de tests de différentes modifications de nucléotides pour avoir des molécules stables et efficaces, et qui agissent par ce système d'inhibition, disons, dérivé des micro-RN, siRNA. Et en fait, ils sont arrivés effectivement à avoir des oligonucléotides single-stranded, très efficients, stables, parce que par les modifications chimiques, et qui ont une bonne sélectivité d'allèle, plus de 30 fois, c'est-à-dire qu'ils agissent 30 fois mieux sur l'allèle muté que sur l'allèle non muté. Donc c'est très bien. Alors, la majorité du travail, c'est de trouver les meilleures modifications, les meilleurs oligos, la meilleure construction dans des systèmes cellulaires. Et puis, il y a une partie où ils prennent ce qui est le meilleur dans les systèmes cellulaires et ils vont l'infuser en intraventriculaire dans un modèle souris HD. Et ce qu'ils disent, c'est que grâce à ça, ils ont, dans ce modèle souris HD, une inhibition sélective de l'allèle mutant. Et donc, ils disent, voilà, c'est une stratégie pour avoir des choses qui permettent, des composés qui permettent d'avoir une inhibition allèle sélective de l'allèle muté. Donc, c'est un papier très bien, mais on est, je dirais, encore quand même loin de savoir est-ce que ça peut marcher, parce que, en regardant le papier, donc ça c'est, si vous voulez, le mécanisme. Alors ça c'est montré dans ce mutant souris,
alors qu'il y a le mutant HDH Q150. Donc, vous voyez, on a mis 150 glutamine, et ça, c'est dans la Huntington complète. Donc, c'est un modèle qui est intéressant, mais d'autre part, qui est un modèle dont l'expression clinique est assez atténuée. Ce n'est pas un modèle facile à travailler parce que c'est des souris qui n'ont pas beaucoup d'anomalies neurologiques et que très tardives. Donc, ce qui montre, c'est que quand il infuse son siRNA, je crois, pendant plusieurs semaines, il a effectivement une inhibition sélective en noir de l'allèle muté par rapport à l'allèle non muté qui n'est pas touché. D'accord? Ça, c'est bien. Mais, en fait, dans ce papier, il n'y a absolument aucune description d'un effet clinique. Donc, il a décrit un effet biochimique. Effectivement, il arrive à inhiber sélectivement. Est-ce que on peut avoir un effet clinique si on le donne suffisamment longtemps, etc. Donc, on est pour le moment encore que, je dirais, au tout début. Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que parmi les auteurs, vous avez, par exemple, une petite compagnie pharmaceutique qui essaye de développer les oligonucléotides antisens ou différents médicaments. Donc, c'est quand même des gens qui je pense, veulent pouvoir développer ça de manière pharmacologique. Mais bon, on n'en est pas encore. Voilà. Alors, oula, je ne suis pas sûr que j'arrivais à terminer. Alors, maintenant, on a parlé des toxicités au niveau de la protéine. Et maintenant, je voudrais parler des exemples de toxicité au niveau des ARN. Et donc, l'amyotonie dystrophique. Donc, l'amyotonie dystrophique, en tout cas la forme la plus fréquente, qui est la DM1, où vous avez une expansion qui peut être très très importante de la répétition CTG dans la partie 3' non traduite d'un gène. Donc, ça se retrouve dans la partie 3' non traduite du messager, un messager qui s'appelle DMPK, parce qu'on savait qu'il codait pour une protéine kinase, PK, et une protéine kinase mutée dans la dystrophie myotonique, donc DMPK. Mais finalement, la protéine DMPK n'a pas de rôle dans la pathologie. Ce qu'il y a, c'est cet ARN qui est exprimé anormal. Alors, qu'est-ce qui arrive à cet ARN? C'est que, avec cette énorme expansion de CTG, il n'arrive pas à sortir dans le cytoplasme, ce qu'un ARN messager doit faire en général pour gagner sa vie. Il va rester et s'accumuler dans le noyau sous forme de faucilles, et c'est des faucilles, cette accumulation, où vous avez ces longues répétitions, alors ce n'est pas CTG, c'est CUG, 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 et il y a des protéines qui reconnaissent, notamment il y a un facteur joue un rôle dans l'épissage, qui a une affinité particulière pour les CUG, et qui va se retrouver trappé, pris dans les nasses de ces ARN avec ces longs CUG. Donc, ce facteur d'épissage qui s'appelle muscle blind, je pense parce qu'il a été décrit d'abord dans la drosophile, c'est un mutant drosophile qui avait à la fois des problèmes musculaires et des problèmes de vision, d'œil. Donc, muscle blind est un facteur donc, qui régule l'épissage, et notamment l'épissage alternatif. Vous savez qu'un gène, quand il est exprimé, il est constitué d'introns et d'exons. Il faut rabouter au niveau du messager les exons les uns aux autres. Mais certains gènes ont une régulation où, selon le moment du développement, selon le tissu, il peut y avoir des exons différents qui sont placés. C'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif. Et muscle blind, qui reconnaît au niveau des exons qui doivent être épicés de manière alternative, des séquences qui contiennent d'ailleurs
un motif CUG, etc., va se retrouver trappé dans ces fossiles nucléaires avec l'ARN anormal. Et donc, s'il est là, il ne peut plus faire son boulot. Et donc, en 2002-2003, il a été montré qu'effectivement, dans les cellules des patients, il y avait des anomalies d'épissage qui correspondaient, je dirais, à des exons épicés alternativement par muscleblind. Et quelques années après, on a vu que des souris mutantes dans muscleblind avaient un phénotype qui ressemblait beaucoup à la myotonie dystrophique. Donc, si vous voulez, il a commencé à voir finalement cette longue expansion. Elle fait qu'il y a moins de muscleblind actifs, que ceci entraîne des anomalies d'épissage de certains gènes, notamment dans le muscle, qui sont des gènes qui ont un épissage alternatif. Et c'est ça qui va entraîner les anomalies cliniques. Et la démonstration, en 2002-2003, par notamment les groupes de Cooper et de Thornton, etc., aux États-Unis, c'est qu'un de ces gènes où il y avait un épissage anormal, c'était un canal chlore, dont on savait que quand il était muté, il donne comme phénotype clinique une myotonie. Or, dans dystrophie myotonique, il y a un phénomène d'excitabilité du muscle qu'on appelle la myotonie. Et ce qu'ils ont montré en 2002-2003, qu'effectivement, ce canal chlore est anormalement épicé dans les cellules musculaires des patients avec myotonie dystrophique, et que ça finit par faire qu'il n'est plus actif, et que ça suffit à expliquer la myotonie. Ça n'explique pas tout le phénotype, qui est très complexe, pléiotrope de la myotonie, mais ça a expliqué la myotonie. Et il y a, par exemple, un épissage alternatif aussi du récepteur de l'insuline, qui fait qu'il y a une forme moins active du récepteur de l'insuline. Or, on savait que chez les patients avec myotonie dystrophique, il y a une résistance à l'insuline qui peut être due au fait qu'il y a un récepteur à l'insuline moins actif. Donc, si vous voulez, je dirais l'hypothèse basée sur des résultats très solides, c'était qu'il n'y a pas assez d'activité MBL1 par un effet qui est un effet apparemment de surexpression de l'expression d'un autre facteur d'épissage qui s'appelle CUGBP1. Ça va entraîner un déséquilibre effectivement de l'épissage d'un certain nombre de gènes. Et la question, ensuite, puisque la myotonie dystrophique est une maladie cliniquement complexe, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gènes particuliers dont les anomalies d'épissage peuvent expliquer telle ou telle partie de la maladie. Donc, vous voyez ici, à l'état normal, vous avez l'ARN et puis muscleblind qui est là. Quand vous avez une énorme expansion de CTG, cet ARN qui reste dans le noyau va commencer à lier muscleblind, et donc muscleblind ne va plus être proche des exons alternatifs pour faire son boulot, et vous allez avoir des anomalies d'épissage. Donc ça, il y a beaucoup de bonnes données pour ça, mais est-ce que ça explique tout? Et par exemple, on sait qu'il existe des troubles de la conduction cardiaque dans la myotonie dystrophique, qui sont d'ailleurs importants à connaître, parce que c'est des patients qui ont une sensibilité à l'anesthésie très importante, et si on leur fait une opération qu'on ne sait pas qu'ils ont une myotonie dystrophique, parce que quelquefois elle peut être débutante, elle peut ne pas avoir encore été diagnostiquée, ça peut donner des catastrophes au moment de l'anesthésie. Mais la question, c'était est-ce que l'histoire muscleblind peut expliquer cette anomalie de conduction cardiaque, et si oui, quel est le gène cible?
Et là, Nicolas Charlet, qui est donc un jeune chef d'équipe très brillant dans notre institut, à l'EJBMC, s'est posé la question, vous savez, les micro-ARN sont ces ARN régulateurs découverts il y a une dizaine d'années et qui régulent l'expression de nombreux gènes. Et il s'est posé la question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un effet au niveau des micro-ARN? Et il a fait une expérience au départ tout bête, il a pu obtenir des prélèvements de patients, des prélèvements cardiaques de patients avec dystrophie myotonique de type 1 ou de type 2 ou de contrôle, et a mesuré toute une série de micro-ARN, les niveaux de micro-ARN. Et il a trouvé un micro-ARN qui s'appelle MIR1, dont vous voyez, chez les contrôles, voilà le niveau, chez les patients avec DM1, chez les patients avec DM2, chez les deux groupes de patients, c'est très abaissé. Alors, il s'est demandé pourquoi, et la production des micro-ARN se fait à partir de précurseurs. Donc, on commence à synthétiser, à transcrire un précurseur, et ensuite, il y a une série d'événements complexes qui font que ce précurseur va être découpé pour faire le micro-ARN qui a la bonne taille. Donc, il s'est dit, est-ce que c'est au niveau de la production du précurseur ou de la maturation du précurseur en micro-ARN mature? Et en fait, ce qu'il trouve, c'est que le précurseur, il est présent, et même peut-être il y en a plus que dans les contrôles. Par contre, effectivement, c'est au niveau de la maturation, puisque effectivement le précurseur il est là, mais le micro-ARN est très abaissé. Et ensuite, il s'est demandé quelle peut être la cible de ces micro-ARN. Et on peut avoir des prédictions bioinformatiques de cibles possibles, parce qu'ils agissent par des phénomènes aussi de complémentarité de séquences. Et il a trouvé deux cibles possibles particulièrement intéressantes pour une fonction cardiaque et d'excitation cardiaque. Un canal calcique, et l'autre, une protéine qui est impliquée, une connexine, dans des phénomènes de communication cellulaire. Et en fait, il a montré que, associé à cette diminution de ce micro-ARN, il y avait une accumulation dans le cœur de ces patients de ces protéines, donc des quantités anormales de ces protéines, donc ce canal calcique et cette connexine 43. Et donc, évidemment, cette dysrégulation, ce qu'il dit, pourrait contribuer au phénotype cardiaque observé chez ces personnes. Donc ça, c'est pour vous illustrer une approche donc expérimentale. Alors, je vous avais parlé du fait que ces mutations sont très difficiles à reproduire chez la souris, en tout cas de manière complètement homogène. Et donc, on peut essayer d'avoir des cellules totipotentes qu'on pourra différencier en nerfs, en muscles, pour avoir des modèles de la mutation humaine dans des cellules différenciées. Alors, je vous avais parlé des IPS, donc ces cellules reprogrammées, mais en France, on est très limité sur ça. Vous savez qu'on peut aussi faire ça à partir de cellules d'embryons fécondés par fécondation in vitro. Si on prélève une ou deux cellules dans cet embryon, comme on le fait pour le diagnostic préimplantatoire, dans des conditions très particulières, etc., on peut dériver des lignées de cellules souches embryonnaires humaines à partir d'embryons humains. Alors, en France, c'est extrêmement réglementé. Il n'y a que très peu de laboratoires qui ont des autorisations. Et parmi les laboratoires qui ont des autorisations, il y a le laboratoire iStem de l'AFM qui est à Évry, de Marc Péchanski. Et donc, Marc Péchanski a accès à des lignées de cellules embryonnaires.
et notamment, puisque pour la myotonie dystrophique, c'est quelque chose où on peut faire du diagnostic préimplantatoire pour pouvoir garantir à des couples de pouvoir avoir un enfant qui n'a pas la myotonie dystrophique. Et les embryons qui sont porteurs de la mutation, en principe, on les met à la poubelle, puisqu'ils ne servent à rien, sauf qu'on peut en faire, si on a les autorisations, des lignées de cellules embryonnaires, souches, qu'on peut ensuite faire différencier en muscles ou en neurones. C'est ce qu'ils ont pu obtenir. Et donc, ils ont un modèle de cellules souches embryonnaires qu'ils peuvent différencier en neurones et qui sont porteurs de la mutation myotonie dystrophique. Et ils ont fait un peu comme a fait Nicolas Charlet au départ, c'est de regarder est-ce qu'il y a des anomalies d'expression de gènes dans ces cellules mutées. Ils ont trouvé notamment des anomalies fortes d'expression de gènes qui sont SLIT-RK, qui sont impliqués dans la formation de neurites et dans la formation de synapses, notamment neuromusculaires. Et vous voyez, ensuite, ils ont effectivement vérifié que quand ils avaient une cellule souche embryonnaire différenciée sans la mutation et qu'ils la mettaient en présence de cellules musculaires, elles établissaient des jonctions neuromusculaires, voilà. Et quand il prend des cellules souches embryonnaires différenciées de patients, donc des cellules nerveuses, mais avec la mutation, vous voyez que le nombre de connexions neuromusculaires est extrêmement faible. Et ils ont vérifié, d'autre part, il y a beaucoup d'autres choses dans le papier, hein, mais c'est juste pour vous montrer des exemples, qu'effectivement, donc ce qu'ils avaient vu dans ces cellules souches, eh bien, ils trouvent que dans le cerveau fœtal ou cerveau adulte de patients avec DM1, vous avez aussi une diminution, notamment dans le cerveau adulte, très forte de ce gène et d'un autre gène, SLIT-RK2. C'est une famille de gènes. Ça, c'est le numéro 4, ça, c'est le numéro 2. Vous voyez, il y a, semble-t-il, en tout cas, c'est peut-être plus évident ici, mais enfin, ils n'ont pas énormément de contrôle. Mais enfin, il semble effectivement qu'on retrouve in vivo dans le cerveau des missions de l'expression de ces gènes. Et donc, ceci, surtout, c'est pour illustrer l'utilisation, je dirais, d'analyse des mécanismes physiopathologiques sur des cellules ayant vraiment la mutation humaine. Voilà. Alors, ce que je sais, parce qu'ils l'ont raconté, mais ils ne l'ont pas encore publié pour des histoires de brevets, c'est qu'ils ont aussi utilisé ces cellules pour faire du criblage pharmacologique. Apparemment, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant, puisqu'ils avaient un phénotype, donc ils pouvaient faire du criblage pharmacologique. Et ils ont trouvé quelque chose de très intéressant, mais comme quand on trouve quelque chose de très intéressant, on commence à le breveter avant d'en parler. Donc, à chaque fois qu'ils en parlent, ils disent « mais on ne vous dit pas quelle est la molécule, mais je sais que c'est là aussi une molécule qui apparemment peut être utilisée chez l'homme, parce que c'est une molécule qui a d'autres utilisations, et qu'ils sont en train de préparer un essai clinique. » Donc, je ne peux pas vous dire ce que ça sera, mais voilà. Alors là, de nouveau, ça c'est les mécanismes physiopathologiques, mais on peut se dire que, en fait, le plus simple, ça serait d'inhiber la production de cet ARN messager, de nouveau de manière sélective, la production de l'ARN muté. Donc là, c'est un travail de l'Institut de myologie qui montre qu'en bricolant des antisens et en faisant qu'ils sont porteurs d'une séquence qui provient d'un RNA nucléaire, d'un petit RNA nucléaire, et qui donc va le cibler pour une action au noyau, ils arrivent à faire disparaître les fossiles. Vous voyez, ça c'est une cellule qui est porteuse d'une mutation
myotonie dystrophique, vous voyez les fossiles nucléaires qu'on détecte par hybridation avec une sonde CAG, et quand ils sont traités par cet oligo exprimé par un lentivirus de manière stable, ils ont disparu. Donc, ils trouvent effectivement que cette antisens qui à la fois cible le CAG, mais qui est ciblé vers le noyau et qui est exprimé par un vecteur lentiviral dans des systèmes de culture de cellules est très actif et permet de restaurer les anomalies d'épissage. Ici, on voit des anomalies d'épissage, vous voyez le pattern d'expression du gène, par exemple, BIN1 ou du gène du chêne chez un contrôle. Chez un patient avec DM1, vous voyez qu'il y a une bande anormale. Et quand on traite ce patient, enfin les cellules de ce patient, avec cet oligonucléotide modifié U7, etc., on rétablit totalement ou partiellement l'expression de la forme épicée normale. Mais ça, c'est encore en culture de cellules. Et là, il y a un papier aussi qui vient de paraître, je crois, au mois d'août 2012. J'ai pas le... Mais c'est un papier d'août 2012, donc on est très récent, août ou septembre, où un groupe américain, mais en collaboration de nouveau avec Isis Pharmaceutical, mais aussi avec Genzyme, qui est une grosse boîte d'ailleurs qui a été rachetée par Sanofi et qui a fait sa fortune sur la thérapie de maladies rares. Donc ils ont développé des antisens, mais là aussi ils ont fait beaucoup de chimie pour essayer de trouver des antisens qui soient stables. Et parce qu'il disait, ce qu'on savait, c'est que en fait, les oligonucléotides antisens, quand on les met dans la circulation, ils ne sont pas très, très actifs. Hein. Ce n'est pas très actif. Même s'ils pénètrent dans le muscle, ils ne sont pas très actifs pour inhiber l'expression de gènes. Or là, ils trouvent que c'est très actif. Et ce qu'ils pensent, si vous voulez, ils ont bricolé leurs antisens pour que ça crée aussi des hybrides qui soient dégradés par une enzyme qui s'appelle la RNase-H. La RNase-H qui est spécifique d'ARN double brin. Et ce qu'ils pensent, ils disent que la RNase-H, elle est surtout présente dans le noyau. L'ARN qu'ils veulent cibler, il s'est accumulé dans le noyau. Et donc, ils disent qu'ils pensent que le transcrit qui a l'expansion CUG, parce qu'il reste dans le noyau, devient beaucoup plus sensible à l'inhibition par ces antisens, et notamment par l'inhibition par ces antisens qui ciblent aussi les mécanismes de RNase-H. Et ce qui est, là, on n'est plus en culture de cellules, on est en modèle souris, mais surtout, ils disent qu'ils ont eu un effet qui a duré 1 an après que le traitement se soit arrêté. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose de très intéressant. Et surtout, ils ne voient pas seulement un effet biochimique, mais ça, c'est la mesure de la myotonie chez les souris. Donc ça, si on ne leur donne pas l'oligonucléotide, si on leur donne un oligonucléotide inactif, voilà, ça traduit la myotonie, c'est de l'électrophysiologie, et vous voyez que cette myotonie a disparu pour les 3 oligonucléotides qui ont une fonction d'inhibition, ou qui peuvent inhiber l'expression de l'ARN muté. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant, même si là aussi, la souris, comme dit, c'est quand même tout petit par rapport à un homme, et la question de production
de tels oligonucléotides en quantité suffisante n'est peut-être pas une plus grande simplicité, mais j'ai trouvé intéressant parce que c'est quand même quelque chose où, d'abord, on a un effet clinique qui apparaît évident, et en plus un effet clinique de longue durée. Ce n'est pas juste une semaine ou 15 jours. Donc, c'est un papier de Nature, et ça me paraît effectivement quelque chose qui est intéressant. Ouais, je crois que ça va être difficile de... alors, je vais parler juste 5 minutes de FACSTAS et pas de ce qui se fait sur FACSTAS, parce que, comme pour DM, qu'est-ce qu'on essaye de trouver? C'est cet ARN toxique, il est toxique comment, pourquoi? Et en fait, première des choses, il forme des fossiles dans le noyau, donc ça c'est une première chose, et ces fossiles dans le noyau attrapent des protéines, mais ces protéines, ce n'est pas les mêmes que dans la myotonie dystrophique, parce que la séquence, c'est plus du CTG, c'est plus du CUG, c'est du CGG. Et donc la séquence n'est pas la même, donc les protéines ne sont pas les mêmes, et donc les effets physiopathologiques ne sont pas les mêmes. Et donc Nicolas Charlet, qui travaille sur la myotonie dystrophique et qui travaille en général sur les ARN toxiques, développe des études sur cette pathologie qu'on appelle FACSTAS, pour Fragile X Related Tremor, Tremblement, Ataxia Syndrome. FACSTAS. Mais en fait, sur les 5 minutes qui me restent, je ne vais pas parler des mécanismes de FACSTAS, j'ai juste illustré quelque chose qui, pour moi, est très significatif du fait que on peut quelquefois être aveugle devant des choses évidentes. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Parce qu'on ne pose pas des questions. Enfin, on ne sait que c'est les bonnes questions qu'une fois qu'on sait qu'on aurait dû les poser. Et l'histoire des FACSTAS illustre ça, et donc c'est pour ça que je vais juste en parler 5 minutes. Bon. Donc en 91, on trouve quelle est la cause de la mutation responsable du syndrome X fragile. C'est une expansion instable d'une répétition CGG dans le gène FMR1. Et cette exposition instable, on peut la classifier, je dirais, en deux étapes sur la voie de la constitution de la mutation. Il y a une expansion modérée, entre 60 et 200 répétitions, que nous avions appelée la prémutation, parce que les gens qui avaient une prémutation n'avaient pas de retard mental. Okay? Mais simplement, ils avaient un risque d'avoir en 1 ou 2 générations des enfants qui avaient une expansion beaucoup plus grande avec un effet épigénétique qui est une méthylation de l'ADN, qui inhibait l'expression du gène FMR1 et qui entraînait le retard mental. Donc, en 91, alors que quand même les familles d'ailleurs d'X fragiles avaient été analysées déjà depuis, on va dire, depuis le début des années 80, on analysait de manière systématique, même parce qu'il y avait un test cytogénétique qui permettait de détecter une anomalie, sans savoir à quoi elle était due. Mais disons, à partir de 91, on fait le diagnostic des prémutations et des mutations complètes. Et on dit aux familles, la maladie, c'est quand il y a une mutation complète. Ça donne un retard mental chez 100% des garçons et 60% des filles. Et la prémutation, le seul risque de la prémutation, c'est d'avoir des enfants ou des petits-enfants avec un retard mental. Alors, donc voilà, on a ce genre d'arbre généalogique. Vous avez un enfant qui a une mutation complète, et là, vous avez plein de femmes et d'hommes qui ont une prémutation, et apparemment, ils n'ont rien. Alors, en 95, quand même, une première observation un peu curieuse, c'est qu'environ 20% des femmes avec prémutation ont une ménopause précoce avant 40 ans. La ménopause, en général, c'est à 50 ans. Il n'y a que 1% des femmes qui ont une ménopause avant 40 ans. Quand elles ont une prémutation, c'est 20%. Donc 1% à 20%, ça fait quand même une différence importante, mais c'est pas... Ce qui est surtout étonnant, c'est que les femmes avec une mutation complète n'ont pas de ménopause précoce.
Donc ce n'était pas lié à l'expression, la présence de la protéine FMR1, etc., puisque des femmes qui ont un allèle qui ne fonctionne pas du tout, elles n'ont pas de ménopause précoce. Donc c'était lié vraiment à la prémutation. Mais en 2001, il y a un papier qui fait l'effet d'une bombe. Enfin, d'abord, il y avait une présentation à l'American Society of Human Genetics. Donc 10 ans après, la découverte de l'expansion instable et le fait que c'était passé en diagnostic. Il y avait des centaines de labos qui faisaient le diagnostic partout dans le monde. Il y a un papier du groupe de Randy Hagerman en Californie qui décrit 5 patients âgés, des hommes âgés, qui ont tous un tremblement avec des déficits cognitifs, execution function cognitive, et une atrophie du cerveau, mais c'est des gens qui l'ont acquise, c'est une maladie neurodégénérative tardive, parce qu'il y avait des profs de fac, je me rappelle quand la première fois qu'elle a présenté ça, elle dit, voilà, un tel était prof de fac, et tout d'un coup, à partir de 50-60 ans, il a commencé à trembler beaucoup, etc., et puis à perdre aussi ses facultés cognitives, etc. Donc 5 patients. Je me rappelle que quand elle a commencé à raconter ça, il y avait un grand spécialiste que je ne nommerai pas, qui n'est pas français d'ailleurs, mais qui était le grand spécialiste en Europe de l'X fragile, qui avait vu plein de familles, et qui n'y croyait pas, parce qu'il dit, c'est pas possible, parce que je l'aurais vu. Donc, et en fait, pourquoi il ne l'avait pas vu? Parce que les familles, elles viennent parce qu'il y a un enfant qui a un retard mental. Éventuellement, si vous faites bien votre boulot, vous allez demander est-ce qu'il y a d'autres enfants ou est-ce qu'il y a eu des adultes avec retard mental dans les générations précédentes, mais vous n'allez pas demander est-ce qu'il y a d'autres phénomènes neurologiques ou cardiaques ou n'importe quoi, parce que vous pouvez passer toute la médecine. Hein, je veux dire. Donc, vous vous posez que les questions qui vous semblent évidentes. Et en fait, apparemment, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est une réunion de famille où Randy Hagerman était. Elle est très impliquée dans les associations d'X fragiles, etc. Et à un moment, dans ces réunions, les gens posent une question, et de temps en temps, des questions bêtes du genre au fait, le grand-père là, qui a la prémutation, il tremble, il y a une espèce de maladie de Parkinson. Est-ce que c'est lié à l'X fragile? Est-ce que c'est lié à la prémutation? La réaction de Randy Hagerman, c'est de dire non, ça n'a rien à voir. Et puis, dans la salle, il y a des gens qui disent mais chez nous, c'est la même chose, et chez nous, c'est la même chose. Et donc, elle s'est dit mais c'est peut-être quand même quelque chose. Donc, en 2001, un papier sur 5 patients. En 2003, il décrit 26 patients, et donc déjà, il y a une description clinique. Et en 2004, un papier de Sébastien Jacquemont, enfin, 2 papiers de Sébastien Jacquemont, un jeune Français qui était chez elle en postdoc, sur 93 patients, et suffisamment de patients pour regarder quelle est la pénétrance, c'est-à-dire est-ce que tous ceux qui ont une prémutation développent la maladie ou pas. La réponse, c'est pas tous, mais la pénétrance est assez forte. Et à partir de quel âge? Ça commence vers 50 ans, et la pénétrance, je crois, elle doit être à peu près de 60% à l'âge de, je crois, 70 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, après, c'est devenu, effectivement, on s'est posé la question, mais pourquoi il y a ce phénotype? Et en fait, c'est de nouveau parce que cette prémutation, comme il n'y a pas les modifications épigénétiques qui éteignent l'expression du gène, le gène est exprimé. L'expansion, elle se trouve dans la partie 5' non traduite, donc elle est présente dans l'ARN messager. Et donc vous avez un ARN messager qui porte une expansion entre 50 et 200 répétitions, et ça lui donne des propriétés toxiques. Il s'accumule lui aussi dans le noyau, et à l'heure actuelle, maintenant, on commence à rechercher quelles sont les protéines qui sont trappées par cet ARN messager, et ce qui va créer une déficience dans cette protéine. Par exemple, Nicolas Charret a trouvé qu'une autre protéine qui s'appelle SAM68, qui est impliquée dans l'épissage, est effectivement présente dans ces fossiles nucléaires. Et puis, l'autre aspect, c'est que, par exemple, il y a un chimiste aux États-Unis qui est en train d'essayer de développer
des petites molécules qui empêcheraient l'interaction entre la répétition et telle ou telle protéine qui se lierait à cette répétition, là aussi dans la visée d'avoir des effets pharmacologiques intéressants. Alors, il y a un dernier papier qui vient de paraître, je vais juste vous le montrer, mais c'est encore que dans des systèmes cellulaires très, et tout ce que je ne vous ai pas montré. Voilà. Voilà, donc c'est un papier, une petite molécule qui cible les expansions de CGG, donc de Faxas. Et alors, je trouve que ça, c'est un peu les titres un peu optimistes, parce que Improved Effects in Fragile X Associated Tremor Ataxia Syndrome, et en fait, ça reste dans des cultures de cellules, et en plus dans des modèles très, très artificiels de culture de cellules. Donc, je dirais c'est un premier pas, mais il y a un peu une... je dirais, voilà. Mais c'est intéressant. Il a collaboré avec Nicolas Charlet, qui avait effectivement trouvé que parmi les protéines importantes qui interagissaient avec le CGG, il y en avait une qui s'appelait DGCR8. Et donc, ils ont mis au point un test pour regarder des petites molécules qui vont diminuer l'interaction entre le CGG et DGCR8. Et ils trouvent effectivement qu'ils peuvent inhiber ça dans des systèmes de culture de cellules. Et c'est simplement pour vous illustrer le genre d'approche expérimentale et d'approche conceptuelle pour essayer de trouver d'éventuels médicaments, sachant que, évidemment, la route est toujours longue. Et je vous remercie pour votre attention.